Bonjour à toutes et à tous, ici Vintage Red Panda. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Lorcana et je fais cette petite vidéo, enfin petite, on verra, hein, peut-être que ça durera longtemps, pour vous présenter les règles de Lorcana de manière très complète pour les ultra débutants. On va prendre notre temps, on va essayer d'être clair. Je vais me répéter si je fais des bêtises, c'est pas grave. L'objectif, c'est qu'à la fin, quelqu'un qui ne joue pas à des jeux de cartes, à des jeux de société, etc., puisse quand même comprendre comment on joue à Lorcana, parce que je pense que c'est un jeu qui est fait pour attirer de nouveaux joueurs. C'est fait pour vous, c'est fait pour essayer de jouer avec vos enfants, vos parents, dans un univers que tout le monde connaît, vu que c'est un jeu qui se déroule dans l'univers Disney. Donc il y aura des références, c'est amusant parce qu'on peut on peut jouer avec nos films préférés, etc., etc. Donc l'Orcana, c'est quoi? C'est un jeu de cartes à collectionner. On appelle ça JCC dans le monde du jeu. L'objectif, c'est de jouer avec des cartes. Donc par exemple, là j'en ai mis une en exemple. Donc ça c'est le dos d'une carte. Mais voilà, hop, donc en fait on va jouer avec des cartes, donc on va en prendre plein, j'ai mis, voilà, je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure. Et on va se construire une main, donc une main de cartes, et on va jouer ces cartes-là dans un ordre, c'est un jeu de stratégie, donc on va jouer dans un ordre précis, contre un adversaire, donc de base c'est un jeu qui se joue en duel, l'un contre l'autre. Il y a aussi un mode qui existe pour y jouer à 4. Donc pour commencer, c'est quoi le principe du jeu? Le but du jeu à l'Orcana, c'est de gagner 20 points de l'or. À ce moment-là, c'est comme une course. C'est-à-dire que c'est celui qui arrive à atteindre les 20 points avant l'autre a automatiquement gagné, la partie s'arrête. Comment va se dérouler un tour de jeu? En fait, on va tous les deux démarrer avec un paquet de cartes qu'on appelle un deck, qui, dans les règles de base, est composé de 60 cartes différentes. Enfin, pas obligatoirement toutes différentes. J'expliquerai dans une autre vidéo comment commencer à l'Orcana et comment créer son premier deck. Donc on y reviendra par la suite. Donc une fois qu'on a notre paquet de cartes, en fait, la partie commence par chaque joueur pioche 7 cartes. Donc j'ai pioché des cartes, je vais avoir 7 cartes en main. Bon là j'en ai pris que 3 en exemple, mais voilà, il faut imaginer que la partie commence, je vais avoir 7 cartes en main. Et lors de mon tour de jeu, je vais pouvoir faire plusieurs actions différentes. Notamment, je vais pouvoir jouer des cartes ou utiliser des cartes que j'ai déjà jouées avant. L'objectif étant d'utiliser mes cartes pour gagner les 20 points de l'or. Donc par exemple, dans le jeu, il existe 3 types de cartes. Une carte, elles sont toujours construites de la même manière. Donc je vais vous en montrer une, par exemple, on va regarder Pumba. Hop, je vais la placer correctement à la caméra. Voilà. Donc Pumba, donc ici, on a son coût. C'est-à-dire que la carte coûte 4 pour être jouée. On verra comment on paye ça. Pumba, c'est une créature. La plupart, l'Orcana se joue avec des créatures. C'est un jeu où on va poser des personnages de Disney devant nous et on va les utiliser. Donc par exemple, Pumba est un personnage de Disney. Donc on a son nom ici. Alors il a son nom principal, c'est le nom du personnage dans le lore Disney. Et il a un petit surnom en plus, parce qu'il peut exister plusieurs Pumba différents. Il peut exister, je sais pas moi par exemple, Pumba heureux d'être là, Pumba ami de Timon, etc. Lui c'est Pumba poète qui sommeille. Voilà. Donc là c'est une petite référence si vous avez vu le Roi Lion. Donc là voilà, Pumba poète qui sommeille, c'est le nom de la carte. C'est une créature et il a certains types, c'est-à-dire qu'il a certaines familles dans lesquelles il est. Donc ces familles-là sont données ici. Donc lui, il est dans la famille Storyborn et dans la famille Allié. On sait que Pumba c'est un allié dans les Disney. Donc là, on est plutôt raccord avec l'univers Disney. Les créatures dans l'Orcana ont à la fois une capacité de mettre des dégâts, c'est-à-dire de taper d'autres créatures, et des points de vie. Les points de vie, c'est ce qui est là pour modéliser leur défense. Donc par exemple, Pumba, lui, il a 3 points d'attaque, donc c'est ce qui est entouré avec le soleil typique, et il a 5 points de vie, donc c'est ce qui est entouré dans un bouclier. Ça, c'est comme ça qu'il va commencer. Quand vous allez jouer Pumba, il va arriver avec ces stats-là. Et en plus de ça, alors Pumba est un personnage assez simple, on voit qu'il n'y a pas trop de texte, il y a juste ce qu'on appelle dans les jeux de cartes un texte fluff, ou dans les jeux de société, c'est-à-dire un texte d'ambiance. Dans ce jeu-là, ils sont mis en italique. Donc là, par exemple, on ne revient jamais en avant. Bon, c'est un petit texte d'ambiance, ça n'a pas grand-chose à voir avec le jeu de stratégie, mais ça peut être sympa de découvrir, en découvrant des cartes, les textes d'ambiance de chacun des personnages que vous allez jouer. Et il a ici une sorte de petite étoile qui est ce qu'on appelle un point de l'or. Et ça doit rappeler quelque chose, le fameux point de l'or, c'est les 20 qu'on doit gagner pour gagner la partie. Donc là par exemple, Pumba, c'est un allié qui coûte 4, c'est-à-dire qu'à mon tour, je peux payer 4 pour le jouer devant moi.
Comme dans beaucoup de jeux de cartes, quand on joue une créature, alors dans d'autres jeux de cartes, on appelle ça le mal d'invocation. C'est-à-dire que quand je viens de l'invoquer, quand je viens de le jouer, il n'est pas méga actif, il a besoin un peu de se reposer, donc on démarre tranquille. Donc c'est-à-dire que si c'est à mon tour, que je viens de payer 4 pour jouer Pumba, dans l'univers de l'Orcana, on dit qu'il n'est pas encore sec, parce qu'en fait on peint nos personnages. Et donc du coup, là, Pumba n'est pas encore sec, il ne peut pas encore être utilisé. Donc pour l'instant, je ne vais rien faire avec. Imaginons que c'est la seule chose que je voulais faire dans mon tour. Je pourrais en faire plus, on va voir que je peux en faire d'autres. Et que je dis que c'est au tour de mon adversaire. Mon adversaire peut faire pareil. Au début de chaque tour, on pioche une carte. C'est important, il ne faut pas l'oublier. Donc on démarre avec 7. Et à chaque tour, on pioche une carte. Donc mon adversaire pioche une carte. Peut payer, donc ça je reviendrai dessus comment les ressources dans le jeu, pour jouer une carte. Donc par exemple une créature. Et par exemple me dire c'est terminé, c'est à ton tour à nouveau. Donc là maintenant que c'est à mon tour, Pumba, lui, je ne viens pas de le jouer. Je l'ai joué au tour d'avant. Donc maintenant, il n'a plus le mal d'invocation, il est sec, je vais pouvoir l'utiliser pour jouer à l'Orcana. Il y a deux manières principales d'utiliser les créatures que vous avez jouées devant vous. La première manière, et c'est ce qui va vous permettre de gagner la partie, c'est de le pencher. Donc dans les jeux, souvent le fait de pencher une carte, ça nous permet de nous rappeler qu'on l'a déjà utilisée. Donc je le penche à 90 degrés, voilà, par exemple, et je dis, avec Pumba, je vais chercher, je pars à l'aventure, c'est l'action qui s'appelle partir à l'aventure, c'est le nom de l'action, et je vais chercher un point de l'or. Vu que Pumba en a un, quand je penche Pumba, je vais gagner un point. Donc en général, on vous conseille, alors j'en parlerai la prochaine fois, mais dans certains paquets de l'Orcana, il y a des petits accessoires pour y jouer, mais on vous conseille par exemple d'avoir une petite feuille, un papier, un dé, n'importe quoi qui va vous permettre de noter votre score. Donc là par exemple, je vais chercher un dé. Hop, je vais essayer d'en prendre un assez visible. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est un dé à 20 faces. Donc bon, il n'est pas très visible, mais c'est pour, je vais le noter au-dessus. Donc là par exemple, maintenant que j'ai joué Pumba, je vais passer mon dé sur la face 1 pour dire que j'ai un point de l'or. Bon, la manière de noter les points de l'or, c'est à vous de décider, vous faites bien comme vous voulez. Je vais voir s'il y a d'autres dés qui sortent un peu mieux. Ok, celui-là il sort un petit peu mieux, voilà. Il y a des créatures qui donnent plus de l'or que Pumba. Par exemple, si au lieu d'avoir joué Pumba, j'avais joué Eudora, et bien Eudora, quand je la penche, elle me rapporte 2 points de l'or. Et donc là, par exemple, si elle avait plus le mal d'invocation, c'est-à-dire que si elle était déjà sèche, et que je l'utilise, je vais passer directement de 1 à 3. Voilà, voilà, et c'est comme ça qu'on gagne le jeu. C'est comme ça qu'on gagne le jeu. Donc, on gagne le jeu principalement en posant des créatures, et en attendant le tour d'après pour pouvoir les utiliser pour gagner des points de l'or. Le truc, c'est que du coup, on va se dire, le but du jeu, c'est de poser le plus de créatures possible et de toutes les utiliser le plus vite possible pour essayer de gagner plus de points de l'or que mon adversaire. Il y a une deuxième manière d'utiliser ces créatures, c'est de gérer les créatures adverses. Par exemple, imaginons que moi, j'avais un Pumba, toujours. Au lieu de l'utiliser, donc là, je redescends à 0 par exemple. Au lieu de l'utiliser pour gagner un point de l'or, je peux l'utiliser pour essayer d'attaquer les créatures adverses. Et c'est pour ça que Pumba a un point d'attaque et des points de vie. Donc par exemple, la règle pour pouvoir attaquer un personnage adverse, c'est que le personnage adverse soit penché. Donc, quand un personnage adverse est penché, je vais pouvoir utiliser une de mes créatures redressées pour attaquer un de ces personnages penchés. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide avec quelle créature redressée j'attaque laquelle de ces créatures penchées. Donc imaginons que mon adversaire en face avait une Eudora, voilà, qui était penchée. Et que je vais attaquer avec mon Pumba. Pour le signifier, pour lui montrer, je vais approcher mon Pumba qui lui est redressé et je vais toucher sa carte pour dire voilà, avec mon Pumba, je viens attaquer ton Eudora. À ce moment-là, il y a un calcul, un conflit qui se lance entre Pumba et Eudora. Bien sûr, ce ne sera pas jusqu'à la mort, mais on va comparer les points de vie et les points d'attaque des deux personnages. Par exemple, Pumba a 3 points d'attaque, donc on va mettre
un dé sur Eudora pour dire qu'elle a déjà pris 3 points de dégâts. Et en échange, quand même, Pumba il a défié Eudora, mais du coup il va pas s'en sortir indemne. Eudora, elle, a un attaque, donc Pumba va prendre un dégât. Si jamais les dégâts qu'a sur une créature sont égaux ou plus importants que ses points de vie, la créature meurt. Dans le lore Disney, c'est pas exactement mourir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la créature quitte le terrain, part dans la défausse, et donc c'est une carte que vous ne pourrez plus utiliser. Et donc c'est comme ça que des fois, on va réfléchir en disant, avec mes créatures, est-ce que c'est plus rentable de partir à l'aventure? Mais à ce moment-là, quand je pars à l'aventure, je rappelle que je dois pencher ma carte. Et donc, si ma carte est penchée, mon adversaire pourra l'attaquer. Ou alors, deuxième possibilité, c'est de me dire, tiens, peut-être que c'est plus avantageux pour cette créature-là d'attaquer plutôt que de l'utiliser. Et donc, pour attaquer, je l'utilise, je vise une créature penchée. Attention, attaquer, j'utilise aussi mon personnage, et donc, il va se retrouver penché aussi. Donc, dans tous les cas, à chaque fois que vous utilisez un personnage, vous le penchez, et donc, vous le rendez vulnérable à une potentielle attaque future de votre adversaire pendant son tour. Donc déjà il y a un petit jeu de réflexion, c'est déjà il y a toujours le choix de ma créature, je l'utilise ou je l'utilise pas, et je l'utilise pour gagner des points de victoire, donc des points de lore, ou j'utilise pour attaquer une créature adverse. Voilà, on peut très bien ne pas utiliser une créature, on se rappelle que dans tous les cas on ne peut pas utiliser une créature le tour où elle vient d'être invoquée parce qu'elle n'est pas sèche. Donc voilà, ça c'était l'explication des créatures qui composent une grande majorité du jeu de l'Orcana. Et je vais vous montrer, il y a deux autres types de cartes à l'Orcana actuellement, qui sont, donc là je mets les créatures un peu de côté, donc qui sont la première, qui est assez simple, les actions. Cette action, donc on voit que c'est pas comme une créature exactement, parce qu'elle n'a pas de point de vie, elle n'a pas de point d'attaque, elle aussi elle coûte 4, elle s'appelle Tu m'as oublié, ça nous précise que c'est une action, et cette fois par contre il y a un effet, il y a un petit texte, qui n'est pas en italique. Donc c'est un texte qui a un rapport à voir avec le jeu. C'est un texte qui va nous indiquer quoi faire dans le jeu. Donc là par exemple, chaque adversaire choisit 2 cartes de sa main et les défausse. Ça veut dire que votre adversaire de base il a des cartes en main, il va vouloir les jouer, et donc là quand vous l'obligez à défausser des cartes, du coup, lui il va avoir moins de choix et il va perdre des cartes. Et vu qu'on ne pioche qu'une seule carte au début de son tour, comme je l'ai dit tout à l'heure, perdre des cartes c'est un peu énervant. Parce que du coup, ça veut dire que plus tard, on aura moins de choix et potentiellement, même peut-être qu'un jour, on n'en aura plus du tout. Peut-être qu'un jour, on n'aura plus de cartes en main et qu'on devra jouer juste la carte qu'on a piochée, si on peut. Donc, faire perdre des cartes à l'adversaire, ça peut être un peu énervant. Et ensuite, il y a aussi un texte fluff, donc un texte d'ambiance. Tu vaux mieux que ça, tu vaux mieux ce que tu es devenu, Mufasa. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est une deuxième possibilité. Les actions sont des cartes qu'en fait, vous allez les jouer, faire leur effet, donc faire ce qui est marqué en dessous, et après les défausser. Donc en fait, c'est des actions, c'est des cartes qu'on appelle éphémères, c'est des cartes qui ont un effet instantané, contrairement aux créatures qui arrivent et on doit attendre le prochain tour pour les utiliser. Les actions, je les utilise maintenant, mais par contre après, je les utilise que maintenant. Une fois que c'est utilisé, ça part à la défausse. Et enfin, le troisième type de carte qui existe dans le jeu, ce sont les objets. Donc il n'y a que 3 types actuellement. Les objets, donc exactement comme toutes les autres cartes, elle a un coût, elle a un nom, celle-ci, la Zergouflex de la petite sirène. On nous spécifie que c'est un objet. Et ici, on a, alors déjà, quand c'est écrit en noir comme ça veut dire que c'est le nom de la capacité. Donc elle a une capacité, cette Zergouflex, qui est de ratisser les poils de tête. Ah oui, parce que du coup, dans la petite sirène, la Zergouflex, ils confondent une fourchette et un peigne. Et donc du coup, cet objet nous dit, vous allez pouvoir l'utiliser, c'est un peu une amélioration. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant dans le jeu, vous avez cet objet qui va rester devant vous. Contrairement à une créature, il n'a pas de point de vie, donc normalement il reste pour toujours. Et à chaque tour, vous allez pouvoir le réutiliser. Par exemple, ce signe-là veut dire pencher, donc incliner, exactement comme les créatures, c'est pour nous rappeler qu'on les a déjà utilisées. Et choisissez un personnage et retirez-lui un jeton dommage. Donc imaginons qu'on se revient avec mon exemple avec mon Pumba. Pumba il avait attaqué Eudora, il avait pris un jeton dégâts parce que Eudora avait un point d'attaque. Et donc maintenant je peux dire, imaginons que j'ai une Zergouflex, j'active ma Zergouflex et du coup je soigne Pumba et je lui enlève son dégât. Ce qui permet pour plus tard que Pumba maintenant il
il a gagné un point de vie, en gros, il est revenu à son état normal, et donc, même s'il est toujours penché, il a moins de chances de mourir tout de suite. Les objets, ce qui est intéressant, donc c'est qu'ils vont rester les tours après les autres, donc c'est-à-dire que ça vous donne une option en plus, hein, vous n'avez pas besoin de les avoir en main. Et la seule chose que j'ai oublié d'indiquer, c'est qu'en fait, du coup, quand c'est votre tour, vous allez pencher des cartes, donc soit des objets, soit des personnages, pour les activer, pour les utiliser. Ensuite, c'est au tour de l'adversaire. Si vous avez des personnages penchés, il peut les attaquer. Et quand c'est à vous, donc vous piochez une carte et vous redressez toutes vos cartes. Toutes les cartes qui sont encore en vie de votre côté, vous allez les redresser, ce qui permet de les objets, de les réutiliser encore une fois à votre tour. Donc en fait, vous allez les utiliser une fois par tour, et de vos personnages, s'ils sont encore en vie, de repartir à l'aventure avec, ou re-attaquer avec. Ça, c'est le principe du jeu. La seule chose qui me reste à vous expliquer, c'est le fait de comment on paye une carte. Donc imaginons que tout ça, donc je reprends en main ma Aurore, ma Eudora, ma Tu m'as oublié, ma Pumba et ma Zirgouflex. Dans un jeu, on va décider, la première chose, c'est qui est le premier joueur. Pour qui est le premier joueur à l'Arcana, vous faites n'importe quel truc de hasard, des dés, une pièce, un pierre, feuille, ciseaux, n'importe quoi. Celui qui gagne devient le premier joueur. C'est un petit avantage d'être le premier joueur. J'ai mon chat qui veut dire bonjour. Tu dis bonjour, voilà. Ça, c'est un argument de vente, un gros chat qui se laisse manipuler, qui fait des bêtises. Bonjour. Il aime bien, il est curieux. Et du coup, quand c'est mon tour, la première chose à faire, c'est de dire, normalement, je pioche une carte et je regresse mes créatures. Enfin, toutes mes cartes. C'est le premier tour, j'ai commencé, donc normalement j'ai un avantage. Donc la règle dit que en échange d'avoir commencé, je ne pioche pas de carte exceptionnellement ce tour-ci. Donc ce tour-ci, je pioche pas de carte. Bon, c'est pas grave, j'ai une chose de moins à faire. J'ai pas trop besoin de pencher à redresser mes cartes, puisque normalement, tu vois, toutes mes cartes, vu que j'en ai pas, j'ai pas de cartes devant moi, donc j'ai pas besoin de penser à les redresser. Et maintenant, c'est à mon tour. J'ai plein de cartes dans ma main, voilà, mais elles coûtent toutes 4, 5, 1, 3, donc, explique-moi comment je les joue. À votre tour de jeu, vous avez le droit, une seule fois et une unique fois, de transformer une de vos cartes en ressource. Cette transformation, elle est irréversible et elle aura lieu pour tout le reste de la partie. Par exemple, imaginons que ce tour-ci, je veux jouer ma Zirgouflex, qui me coûte 1, et du coup, il me faudrait une ressource. Et donc pour ça, je vais pouvoir dire, je vais transformer Tu m'as oublié, que je pourrais jouer que quand j'aurai 4 ressources. Donc vu que j'ai le droit de transformer une carte en ressource qu'une fois par tour, ça veut dire que celle-ci, je ne vais pas pouvoir la jouer avant mon tour 4, c'est sûr. Donc du coup, je me dis que c'est un peu loin, donc d'ici là, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc pour l'instant, je vais transformer Tu m'as oublié en ressource. On dit qu'on va l'ancrer, puisqu'on rappelle que normalement, nous on dessine nos cartes, et donc on va créer de l'encre qui va être nos fameuses ressources. Mon chat fait encore des bêtises. Donc quand j'ancre une carte, je la retourne face cachée. Ce mouvement est irréversible. Quand je la retourne face cachée, quand j'ancre une carte, donc en fait je la retourne pas, je la prends de ma main, je la montre à mon adversaire, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc sache mon adversaire que je vais ancrer Tu m'as oublié, et je la pose face cachée, redressée. Et à ce moment-là, elle va rester comme ça pour tout le reste de la partie. Et donc, elle va rester devant moi, face cachée. Et donc, par exemple, là je peux me dire, je vais utiliser mon encre, comme toutes mes autres cartes, quand j'utilise la penche. Donc ça veut dire que j'ai utilisé une ressource pour jouer ma Zirgouflex. C'est un objet, je vais le laisser sur le côté. Donc là maintenant, sur mon plateau, j'ai une Zirgonflex que j'ai pas utilisée, donc qui est redressée, et un encre qui est utilisé. C'est le tour de mon adversaire, il pioche une carte, c'est son premier tour donc il redresse rien, et ensuite il va faire pareil, ancrer une carte, il me la montre, et c'est à mon tour. Ce qui est intéressant, c'est que du coup à mon tour, au début de tour, je repioche une nouvelle carte, donc là par exemple je vais repiocher celle-ci, voilà, je vous la montre, on verra après, et je vais décider de... donc je redresse toutes mes cartes, donc je redresse à la fois ma Zirgouflex, bon elle était déjà redressée, mais surtout je redresse mon encre.
Et maintenant, je vais pouvoir poser un deuxième encre. Donc par exemple, je vais transformer, parce que je ne l'ai pas fait ce tour-ci, donc j'ai le droit de le faire ce tour-ci. Donc je vais dire, je transforme Eudora en un encre. Et donc maintenant, j'ai deux cartes encre redressées. Chez vous, faites comme vous voulez, soit vous les mettez l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre, etc. Ce qui compte, c'est qu'elles soient bien redressées, donc dans le bon sens, et qu'elles se soient visibles. Votre adversaire doit savoir combien vous avez de ressources disponibles. Et maintenant, je peux dire soit, alors je vais chercher d'autres cartes par exemple. Hop là, donc par exemple, je peux dire soit je dépense mes deux ressources, donc je les penche pour jouer une carte qui coûte 2. Donc par exemple, je sais pas, je vais jouer, tiens, un des 7 nains. Je vais pouvoir jouer Dormeur par exemple, qui coûte bien 2. Ok. Soit je vais pouvoir dire, j'en dépense d'abord une, donc je la penche, alors que l'autre, donc celle-ci je la penche, l'autre est toujours redressée, pour jouer un petit Stitch, par exemple, qui est une créature. Voilà. Et j'en dépense une autre pour jouer une autre carte. Et par exemple, un autre Stitch. Je peux les... En fait, c'est surtout pour vous dire que les encres, vous pouvez les utiliser de manière indépendante si vous voulez. Vous pouvez utiliser un, puis deux, etc. Vous pouvez même, si vous voulez, ne pas en utiliser certains. C'est juste que si vous n'avez rien à faire, quoi. Voilà. Et au début de votre tour, de toute façon, ils vont tous se redresser. Donc de base, il n'y a aucun intérêt à ne pas les utiliser. Au global, ça peut être une stratégie de les garder pour plus tard. Enfin, de ne pas les garder, mais de garder ces cartes pour plus tard, et donc de ne pas jouer toutes vos cartes. Donc on va avancer comme ça en encre, et donc du coup, petit à petit, on va pouvoir jouer des cartes qui coûtent de plus en plus cher, et qui permettent de faire une partie qui va s'accélérer. C'est-à-dire qu'au début, on a peu de choix, avec on peut jouer que des cartes qui coûtent pas très cher, et donc qui, en général, ne donnent pas beaucoup d'encre, enfin ne donnent pas beaucoup de lore, ne permettent pas de gérer des créatures, n'ont pas d'effet particulier, et petit à petit, on va pouvoir jouer des cartes qui ont des effets plus importants, qui ont plus d'attaque ou plus de points de vie, et qui font gagner plus de lore. Donc à un moment ou à un autre, la partie va s'arrêter. De toute façon, alors ça arrive très rarement, mais il y a une règle aussi qui spécifie que si vous ne pouvez plus piocher de cartes, donc vu que vous êtes obligé de piocher une fois par tour, si vous ne pouvez plus piocher de cartes, c'est-à-dire que vous n'avez plus de cartes dans votre deck, et que vous devez tenter de piocher, vous avez automatiquement perdu. Alors globalement ça arrive très rarement, hein. Moi je joue en compétition, et aujourd'hui ça arrive très rarement. En tout cas avant ça pouvait arriver quelques fois, mais maintenant ça arrive très rarement. Et donc je pense que pour des joueurs débutants ça n'arrivera jamais. Voilà. Quoi d'autre? Pour ancrer une carte, du coup il y a une condition, c'est de le faire une fois par tour. Mais il y en a une deuxième, un peu plus subtile, c'est qu'en fait les cartes, elles ont un symbole autour de leur cou. Vous voyez, celle-ci elle coûte 5, et il y a une sorte de petite vaguelette là autour qui dit que cette carte, vous avez le droit de la transformer en encre. Mais il y a certaines cartes, alors c'est plus rare, hein, c'est vraiment beaucoup plus rare, mais celle-ci, elle coûte 3, mais je n'ai pas le droit de la transformer en encre. Ça peut être très important. Pour les débutants, il faut faire très attention. Donc déjà, quand c'est votre tour, il faut déjà réfléchir à quelle carte vous allez transformer en encre, hein, parce que c'est une carte que vous ne pourrez plus utiliser pour le reste de la partie. C'est vraiment un gros choix stratégique du jeu, ça fait beaucoup de la richesse du jeu. Mais en plus de ça, il faut faire attention que de toute façon, il y a certaines cartes que vous n'allez pas pouvoir ancrer. C'est-à-dire que vous allez devoir les garder dans votre main jusqu'au moment où vous allez pouvoir les jouer. Elles ne vont pas pouvoir être transformées en encre. Ce qui est intéressant dans la transformation en encre, c'est que du coup, en fonction des moments, par exemple au début de partie, une carte qui coûte 5, elle n'est pas très utile, donc je vais pouvoir la transformer en encre. A l'inverse, en fin de partie, peut-être qu'une carte qui coûte 1 n'est pas très utile, donc je vais pouvoir la transformer en encre. Et donc du coup, la transformation en encre, c'est vraiment l'aspect stratégique, c'est quelle carte j'ai besoin le moins et que je peux transformer pour avancer et avoir plus de ressources pour le reste de la partie. Donc voilà, maintenant vous savez jouer à l'Orcana, vous connaissez les règles de base, vous savez à peu près comment utiliser. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est savoir ce que vous cherchez. En description de cette vidéo, là, juste en dessous, je vous mets deux autres vidéos. Donc, enfin, normalement, ça va arriver si vous regardez au tout début que je viens de sortir la vidéo, ça va mettre un peu de temps, je vais le mettre dans quelques jours. Il va y avoir une vidéo sur comment acheter du Lorcana, où l'acheter, par quel objet commencer, voir si ça nous plaît, parce qu'en fait, du coup, c'est un jeu qu'on va pouvoir évoluer petit à petit. Ça va faire un peu appel à votre collection, à votre envie de collectionner, mais ça peut aussi faire appel à votre envie de découvrir des cartes, d'avoir des surprises, un peu comme les cartes les plus connues comme ça, c'est les Pokémon, donc ouvrir des cartes. Donc je vous explique tout ça en dessous. Il y a une vidéo, je ne sais pas le titre que je vais donner, mais ça sera reconnaissable. Ce sera quoi acheter, hein, dans l'Orcana, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut acheter en premier pour jouer au jeu. Voilà. Ou pour collectionner, je vous expliquerai la différence en dessous.
Deuxième vidéo, pour ceux qui savent déjà ou qui ont déjà des cartes, je vous mets le complément des règles aussi. C'est une autre vidéo différente où on parlera donc de ces fameux mots-clés qu'il y a sur les cartes et on parlera aussi d'une règle supplémentaire qui s'appelle le mulligan qui va permettre d'améliorer vos débuts de partie. C'est une règle qu'après on utilisera tout le temps, hein. C'est une règle qui fait partie des règles de base. On vous conseille juste de ne pas l'utiliser à votre première partie. Voilà, donc n'hésitez pas, donc déjà suivez la chaîne si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse de les débutants à l'Orcana. Il va y avoir plein de vidéos à la fois au début pour les ultra débutants et petit à petit où j'expliquerai des decks construits, je fais du compétitif, je fais des tournois, donc on parlera de plein de trucs, ça va durer, il y a plein de sujets sur lesquels discuter dans l'Orcana. Et donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Ça fait, moi c'est une des rares vidéos que je vais faire, enfin que je commence à faire. J'ai pas fait beaucoup de vidéos dans ma vie, donc je commence un petit peu. Donc si ça vous intéresse, faites-moi signe. C'est important pour moi, ça me permet de voir que ça intéresse des gens. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres vidéos ensuite à demander, ça peut me permettre d'avoir des idées. Pareil, notez-le en commentaire. Allez, ciao.